Pendant plus de 30 ans, les missiles nucléaires soviétiques ont constitué une menace permanente pour l'Occident. Depuis la fin de la guerre froide, l'arsenal militaire de l'Union soviétique ne cesse de se délabrer. Résultat de cette dégradation chronique, le risque de lancement d'un missile nucléaire est plus important que jamais. Cependant, aucun conflit n'en serait la cause. Il s'agirait d'un accident. Le 25 janvier 1995, un incident sérieux mettait pour la première fois en lumière l'existence d'un véritable problème. Un incroyable enchaînement d'événements, qui vous seront présentés dans cette reconstitution, mit le monde en péril. L'humanité n'avait jamais frôlé d'aussi près l'holocauste nucléaire depuis la crise des missiles à Cuba en 1962. Товарищ полковник, я обнаружил быстро движущийся объект без опознавательных знаков. Координаты 7150 север, 24 по 6 восток. Слушаю. Мы обнаружили неопознанный быстро движущийся объект на подходу к северному воздушному пространству. Передавайте координаты. Он на 71, 25 север, 27, 34 восток. Черт возьми, это же ядерная подводная лодка в нашем районе. Tout lancement non identifié de missiles depuis la mer de Norvège ou la mer de Barents est toujours pris très au sérieux par l'armée russe, parce qu'il arrive aux sous-marins américains Trident de patrouiller dans cette zone. Bien sûr, il y a eu un vent de panique durant les 5 premières minutes. Нужно срочно передать начальству. Войдите! Ждать учения? Чтобы нашелся подходящий повод для этого. По крайней мере, это еще работает. Министр обороны Грачев. Что происходит? Полковник Гаржин, Центр раннего оповещения, Кольский полуостров. Имеем объект. Приближается к воздушному пространству России. Скорость свыше 1500 км в час. Блять. Товарищ полковник, посмотрите. Господи. Объект разделяется. Объект разделяется. Это почти наверняка Trident. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un missile à plusieurs étages. Un missile possédant les caractéristiques d'un missile balistique Trident, capable de porter 8 à 10 têtes nucléaires. Le contact radio fut établi de toute urgence avec les commandants de sous-marins. Les ordres donnés correspondaient à un état d'alerte maximale. Уходите! 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 Les ordres donnés aux forces stratégiques visaient à préparer les hommes à l'éventualité d'une deuxième directive, qui serait un ordre de lancement. Pendant 4 longues minutes, les commandants attendirent l'ordre de lancement. La stratégie russe consiste à procéder au lancement d'un missile avant que le missile ennemi ait touché le sol russe. Nous avons évité le pire, à savoir une riposte nucléaire russe. 8 minutes après le début de l'alerte, les mystérieux objets sombraient dans la mer. On venait d'échapper à une crise majeure. L'incident avait été provoqué par le lancement d'une roquette scientifique norvégienne dans le cadre d'un programme de recherche sur les aurores boréales. En retombant vers le sol, certains éléments de cette roquette avaient pris l'allure de têtes de missiles en route vers le sud. Le risque d'une riposte accidentelle due au lancement d'une roquette norvégienne s'était bel et bien présenté.
La confusion qui a régné pendant plusieurs minutes, à savoir environ 8 minutes sur les 10 minutes butoirs au-delà desquelles une décision doit avoir été prise, cette confusion me semble à elle seule alarmante, parce qu'un événement de cette nature a mis en danger la planète entière. 6 semaines plus tôt, le ministère des Affaires étrangères avait été informé du lancement de la roquette norvégienne. Un fonctionnaire avait consigné tous les détails de l'opération. Hélas, l'information n'avait pas été transmise aux autorités militaires concernées. Cette négligence allait constituer l'un des éléments à l'origine de la crise. Mais il existait un problème plus grave encore. Au cours de la guerre froide, l'Union soviétique s'était constitué un gigantesque arsenal de plus de 10 000 têtes nucléaires. Ce programme de défense incluait la conception et la réalisation de systèmes de première alerte. L'Union soviétique disposait ainsi de 7 centres de contrôle radar qui couvraient la totalité de l'espace aérien entourant le pays. Tout objet se dirigeant vers l'Union soviétique aurait été immédiatement détecté. Un vaste réseau de satellites militaires permettait d'identifier tout lancement effectué depuis un point quelconque du globe et de confirmer en l'espace de quelques secondes s'il s'agissait bien d'un missile. Ces informations étaient transmises à un réseau de navires radars qui sillonnaient les mers du globe et qui, à leur tour, renvoyaient les informations au quartier général à Moscou. Aujourd'hui, ce système sophistiqué ne fonctionne plus convenablement. En 1997, Alexandre Pikaïev, membre de la commission à la défense de la Douma, a réalisé une étude sur le réseau russe de première alerte. Il a constaté des failles non négligeables dans le système de retransmission. Le problème, c'est qu'après l'effondrement de l'URSS, certains centres de contrôle radar se sont trouvés en territoire étranger et les pays nouvellement indépendants ont voulu les fermer. L'une de ces tours de contrôle de première alerte se trouve en Lettonie et couvre la partie nord de la Russie. Ces stations radars couvrent une zone très importante qui inclut la mer du Nord et une partie de l'Atlantique Nord, où les sous-marins britanniques et américains patrouillent. Mais la tour de contrôle radar est détruite en mai 1995, peu après l'indépendance de la Lettonie. À présent, un système de sécurité rudimentaire se charge de transmettre des données beaucoup moins fiables. Cette situation critique ne concerne pas uniquement les systèmes de première alerte au sol. Nombreux sont les satellites militaires à présenter certaines défaillances. Autrefois au nombre de 9, il n'en reste aujourd'hui que 7. Quant aux navires radars, ils sont pour la plupart hors service. L'un d'entre eux a même été utilisé au cours du tournage du film Titanic. Aujourd'hui, soutenir Hollywood semble plus important que sauver les satellites russes. Deux phénomènes coexistent. Nous assistons d'une part à un relâchement dans la surveillance des missiles ennemis. Quant à la probabilité d'interprétation erronée des données, elle est en constante augmentation. Lors d'un incident norvégien, les opérateurs des radars de première alerte avaient localisé un objet se dirigeant plein sud dans leur direction, alors qu'en réalité, la roquette se déplaçait vers le nord-est dans la direction opposée. Le système est à ce point défaillant qu'il est aujourd'hui difficile de distinguer un missile d'un bouquet de ballons de baudruche ou de tout autre objet volant. Même une petite colonie d'oiseaux peut actuellement être confondue avec un missile. Désormais, la mobilisation et la mise à feu des lance-missiles dépendent d'un système de détection qui a cessé d'être fiable. Ivan Safranchuk est directeur de recherche dans l'armée, à l'Institut des sciences politiques de Moscou. Ses travaux l'ont amené à conclure que la stratégie militaire avait peu varié depuis l'époque de la guerre froide.
la Russie maintient sa politique du lancement dès la première alerte. Cela signifie que nous envoyons notre missile alors que le missile adverse est encore dans les airs. Ce choix permet d'éviter que les armes stratégiques russes ne risquent d'être anéanties avant même d'avoir pu effectuer un seul lancement. Mais aujourd'hui, alors que les systèmes d'alerte sont défaillants, il s'agit d'une tactique qui peut s'avérer dangereuse. Même lorsque le système de première alerte est performant, le risque zéro n'existe pas. Actuellement, dans la Fédération de Russie, le système de détection est rudimentaire. Et cela augmente notablement le risque d'erreur. Les conséquences pourraient être catastrophiques. L'un des cas de figure les plus effrayants serait le lancement de missiles nucléaires sur les grandes villes des puissances étrangères qui possèdent l'arme atomique, telles que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou la Chine. N'importe quel missile balistique intercontinental moderne serait 10 fois plus dévastateur que la bombe d'Hiroshima. L'accroissement du risque d'un lancement accidentel a conduit l'Occident à se pencher sérieusement sur le problème. Nous sommes à Washington. Bruce Blair est professeur dans une institution prestigieuse, l'Institut Brookings. Ex-officier des forces nucléaires américaines, il s'intéresse aujourd'hui à l'arsenal nucléaire russe. Je suis préoccupé par les orientations qui sont prises, parce qu'elles ont des conséquences négatives sur les performances du réseau russe de surveillance nucléaire et sur les systèmes de première alerte. Les voyages fréquents que Bruce Blair effectue en Russie l'ont convaincu que la menace nucléaire n'avait pas disparu avec la guerre froide. La mentalité du planificateur russe en matière militaire n'a pas vraiment évolué depuis l'époque de la guerre froide. Le militaire russe pratique au quotidien les mêmes opérations qu'au cours de cette période. Il effectue les mêmes vols de reconnaissance avec des hommes qui traquent les failles dans le système de défense anti-aérien. Ils font également des missions de reconnaissance menées par des sous-marins qui résonnent étrangement dans la nuit. En dépit d'une mentalité héritée de la guerre froide et des défaillances du système de première alerte, de nombreux spécialistes militaires estiment, comme Alexandre Pikaïev, que le risque d'un lancement accidentel reste minime. Les 3000 missiles nucléaires existants ont été pourvus de systèmes de sécurité justement conçus pour prévenir ce risque. Aucun missile stratégique ne peut être lancé sans que les officiers n'aient reçu des autorités gouvernementales le code qui débloque le système. Seules les autorités suprêmes de la Russie sont habilitées à donner l'ordre de débloquer les codes en question. Il faut 3 hommes pour décider du lancement d'un missile. Le président russe, le ministre de la Défense et le chef de l'état-major. Cette décision peut être appliquée grâce au système Kazbek, une mallette, plus exactement un portable équipé d'un modem qui ne quitte jamais son détenteur officiel. Grâce à une description détaillée fournie par des experts de la défense, nous avons pu en reconstituer une maquette. Personne n'étant autorisé à voir les véritables mallettes. Seul le détenteur officiel de la mallette en possède la clé. Le système informatique ne répond qu'à l'empreinte de la main de ce détenteur et, qui plus est, un mot de passe est nécessaire pour accéder au système. Une fois qu'on a pénétré dans le système, le contact est établi par téléphone avec le quartier général et le détenteur de la mallette peut converser avec des conseillers militaires où qu'ils se situent sur la planète. Il a le choix entre tous les types de lancements, qu'il s'agisse de l'envoi d'une seule tête nucléaire ou d'une frappe d'envergure visant à détruire des continents entiers. Une fois l'accord obtenu, un nouveau code d'accès est encore nécessaire pour que les données soient transmises. La mallette principale est détenue par le président Boris Yeltsin. S'il vient à tomber malade, comme cela s'est produit en 1995, il la confie au vice-président. Il est impossible d'effectuer un lancement à partir d'une seule mallette.
L'ordre doit être confirmé par 2 autres hauts responsables de l'État par le biais de leur propre mallette. La décision dépend également du ministre de la Défense et du général en chef des armées. C'est une garantie supplémentaire contre un lancement accidentel ou erroné. La mallette équipée d'un modem est opérationnelle depuis 1983. Il s'agit d'une réponse à la présence de sous-marins américains Trident dans les eaux territoriales norvégiennes. Cette présence signifiait en effet qu'un missile pouvait désormais atteindre Moscou en 10 minutes au lieu de 30 auparavant. Les autorités russes ont voulu se donner les moyens d'une riposte plus rapide. Aux yeux du planificateur russe, les sous-marins américains représentaient une menace qui ne pouvait que grandir. La mallette nucléaire reste donc d'actualité. Si Moscou détecte une attaque de missiles Trident, le président ou son suppléant doivent obligatoirement passer par la mallette pour autoriser une riposte nucléaire. En cas d'attaque contre la Russie, un compte à rebours de 10 minutes s'amorce, comme cela s'est produit lors de la crise norvégienne. C'est au cours de ces 10 minutes que politiques et militaires doivent décider de la marche à suivre. À chaque étape du processus, des systèmes de sécurité rigoureux interviennent pour prévenir les erreurs ou les choix malheureux qui pourraient survenir dans ces moments de prodigieuse tension. À 9 minutes de l'impact, les opérateurs des tours de contrôle du système de première alerte tentent de confirmer que les images qu'ils reçoivent sont bien celles d'un missile. À moins de 8 minutes, ils sont en communication avec un général de l'état-major. Ce dernier établit le contact avec les 3 mallettes modem pour alerter les autorités russes. À moins 7 minutes, les 3 personnalités les plus importantes de l'État sont en contact avec le centre de première alerte pour obtenir la confirmation que la Russie est bien attaquée. Ils discutent de l'action à entreprendre. Nous sommes à moins 6 minutes. Avant toute prise de décision, le circuit spécial de communication est mis en fonction, connectant tous les quartiers généraux aux véhicules porte-missiles, aux trains porte-missiles et aux sous-marins. À moins 5 minutes, les responsables doivent avoir arrêté leur décision, ils transmettent leurs ordres et débloquent les codes de sécurité. À moins 4 minutes, une équipe des services de communication basée à la périphérie de Moscou reçoit les ordres ainsi que les codes de déblocage du système et les transmet en morse russe au commandant des structures lance-missiles. À 3 minutes de l'impact, les missiles sont placés en position de lancement. Conformément aux procédures de sécurité, les officiers sur le terrain doivent confirmer que leurs ordres sont valides. À 2 minutes de l'impact, les commandants utilisent une clé de sécurité pour activer le système de missiles. Ils composent également les codes de déblocage. À moins 1 minute, les commandants attendent l'ultime autorisation. Si celle-ci ne leur parvient pas, le lancement n'aura pas lieu et l'holocauste nucléaire sera évité. Si l'autorisation arrive, on appuie sur le bouton. Les procédures de sécurité ont été conçues à chaque étape du processus pour prévenir tout lancement accidentel ou non autorisé. Il a cependant été démontré que cette succession de commandes pouvait être court-circuitée. Selon les commandants responsables des missiles, n'importe quel officier débutant serait en mesure de réussir un lancement sans passer par le Kremlin. Depuis la fin de la guerre froide et l'éclatement de l'ex-URSS, tous les missiles nucléaires basés autrefois en Tchétchénie, en Biélorussie, en Azerbaïdjan et ailleurs ont été rendus à la Russie. À l'abri des regards indiscrets, les missiles reposent dans des lieux tenus secrets. Une centaine de sites répartis sur tout le territoire sous contrôle des forces stratégiques russes. La dégradation du matériel ainsi que le relâchement de la discipline constaté chez les soldats entraînent un accroissement des risques d'un lancement non autorisé. Robert Bykov est un ancien colonel des forces nucléaires stratégiques russes. Il est inquiet face aux défauts de protection réellement efficaces en matière de lancement de missiles. À 19 ans, il a été recruté, comme d'autres hommes jeunes et brillants de sa génération, pour entrer dans les rangs des forces nucléaires stratégiques. Au départ, je ne voulais pas quitter l'Institut de l'aviation de Moscou. Nous étions de jeunes étudiants.
On nous a expliqué que la patrie avait besoin d'hommes nouveaux. Il lui fallait des opérateurs de missiles. Ensuite, nous nous sommes sentis fiers d'avoir été choisis. Pendant 4 ans, ses brillants collègues et lui ont contribué à la conception de missiles et créé des systèmes de lancement. Ils étaient des pièces maîtresses dans la voie que les soviétiques venaient d'emprunter et qui devait les élever au rang de superpuissance nucléaire. Il s'agissait d'un travail dangereux. Les boosters, ces moteurs auxiliaires accolés au moteur principal, tombaient quelquefois. Même les généraux devaient s'enfuir pour se mettre à l'abri des débris qui retombaient lorsque le lancement d'une roquette avait échoué. Le danger était permanent. Dans les années 60, Bykov était basé dans un bunker. Il faisait partie d'une équipe responsable du lancement de missiles en cas de guerre. Il continua de travailler au perfectionnement des systèmes de lancement et procéda à des essais dans les régions les plus reculées de Sibérie. Aujourd'hui, Bykov vit une semi-retraite et passe son temps à étudier les problèmes des forces nucléaires. Ses découvertes l'ont rendu impopulaire. Il craint pour sa sécurité et vit derrière une porte à triple blindage. Il n'est pas question de paranoïa. Certains préféreraient vraiment le savoir mort. Il reçoit d'ailleurs régulièrement des menaces de mort. Я слушаю. Алло, Быков. Алло. Алло. Слушаю. Je recevais des coups de téléphone à mon domicile. J'entendais de la musique funèbre au bout du fil. Il y a 4 ans, Bykov a échappé de justesse à une tentative de meurtre, suite à une dénonciation faisant état d'une valise pleine de documents secrets. Le journaliste Dima Holodov, un ami intime de Bykov, n'eut pas la même chance que lui. Nous avons convenu par téléphone de nous rencontrer un lundi vers 13h. 2 autres officiers devaient venir pour consulter un document avec moi. Dima Holodov arriva avant les autres. Nous aurions dû être 4 à cette réunion. Il se trouve que Dima n'a pas attendu les autres et il a ouvert la valise plus tôt que prévu. La mallette était piégée et Dima Holodov fut tué. On suspecte des officiers qui redoutaient qu'on mette le nez dans leurs affaires. Depuis l'attentat, Bykov évite de se faire remarquer. Cependant, sa loyauté envers les forces nucléaires, forgée par ses 40 années de service, lui interdit de conserver le silence face à la dégradation du système de lancement des missiles. Autrefois, de grosses sommes d'argent étaient consacrées à la modernisation du système. C'était une priorité, surtout à l'époque où le maréchal Oustinov était ministre. Il y avait tout le personnel nécessaire. Quand Gorbatchev est arrivé, les crédits alloués à l'armée ont commencé à diminuer. Du fait de ces coupes sombres, on eut bientôt à peine de quoi financer la maintenance. Quant à la modernisation du système, il n'en était même plus question. Les équipements commencèrent à pâtir sérieusement d'une telle rigueur budgétaire. Nous avons eu des problèmes avec les équipements informatiques en ce qui concerne les connexions à cause de la proximité de certains métaux. Par exemple, sur l'une des bases, nous avons dû interdire le port de l'Alliance. Ce n'est guère là qu'un des multiples exemples de dysfonctionnements liés à la vétusté du matériel informatique. Le système d'exploitation, les liaisons, le réseau informatique, tous les appareils qui contrôlent les forces nucléaires ont largement dépassé leur durée de vie. Ils devraient être révisés, voire remplacés. Or, il n'en est rien, et c'est pour cette raison que nous observons une fréquence chaque jour plus élevée de transmission de signaux erronés et inexplicables. Ces signaux erronés perturbent les systèmes informatiques. Sur certaines bases, à un niveau inférieur, au niveau du régiment, de la division, il y a eu 1 ou 2 cas où le matériel est passé
en mode opérationnel. L'ordinateur se comporte comme s'il recevait une instruction de lancement et commence à exécuter le programme de mise à feu. Le système est entièrement automatique. En quelques secondes, il passe en mode opérationnel. Jusqu'à présent, aucun missile n'est entré en phase finale du mode opérationnel. Le système informatique en charge des missiles a été conçu pour ne passer en mode opérationnel qu'une fois les codes de déblocage communiqués par les hautes instances de Moscou. Ces codes sont indispensables pour activer le commutateur qui active à son tour le système de lancement. Mais ce système est bien loin d'être totalement sécurisé. Des opérateurs désœuvrés se sont ainsi amusés à franchir les barrières de sécurité. Ils avaient étudié les systèmes de lancement et ils savaient des choses que les concepteurs eux-mêmes ignoraient. De ce fait, certains officiers étaient capables de lancer un missile en se passant du feu vert des autorités. En réinstallant les circuits, les opérateurs pouvaient négliger de rétablir le commutateur et se connecter ainsi directement au système de lancement. Il y avait des petits génies dans le complexe de missiles, des gars des échelons inférieurs, qui ont réussi à accéder au circuit de lancement. À leur moment perdu, en travaillant sur les connexions, ils ont trouvé le moyen de court-circuiter le système. Et ils ont réussi à faire décoller une fusée. La manipulation des circuits et des câbles du système de lancement n'a pas échappé à l'œil vigilant de l'Occident. Il existe des procédures qui permettent de contourner les diverses sécurités. Le problème crucial est de savoir de combien de temps et de quelle marge de manœuvre dispose un groupuscule fanatique pour engager ce type d'action. Je pense à ce qui s'est passé en Ukraine. L'Ukraine aurait pu effectivement prendre le contrôle des missiles stratégiques basés sur son territoire et, selon les estimations de l'état-major russe lui-même, passer par-dessus les protections et les dispositifs de sécurité en quelques jours ou quelques semaines. En clair, ces protections ne sont réellement efficaces que très peu de temps. Il y a 2 ans, le ministère de la Défense russe a créé un département chargé de traquer les soldats qui cherchaient à s'introduire dans les systèmes de lancement. Il s'agit d'un problème majeur, car une fois mis à feu, un missile ne peut être détruit en plein ciel et il est impossible de modifier sa trajectoire en vol. Si la cible déterminée est Londres, et si le missile est lancé par erreur, il terminera sa course, quoi qu'il arrive. Il est impossible de l'arrêter. Pour réduire les risques d'un lancement non autorisé, les militaires russes ont imposé une protection supplémentaire. La règle des 2 hommes. Si d'aventure le premier, pour entrer dans l'histoire, appuyait sur le bouton, le second pourrait intervenir et empêcher le tir. Il fallait être 3 pour procéder au lancement. Une personne pour enclencher la première clé, une autre pour enclencher la deuxième, et une troisième pour appuyer sur le bouton et effectuer quelques opérations supplémentaires, brancher l'alimentation, entre autres. Toutes ces opérations étaient nécessaires pour procéder à un lancement. Mais dans les faits, cette procédure n'était pas toujours respectée. Lorsque l'un des 3 hommes était sorti fumer une cigarette et que le deuxième dormait, le troisième se retrouvait seul avec les 3 clés. Un seul individu pouvait donc à un moment donné avoir l'entière responsabilité du système. Il aurait pu se passer n'importe quoi. Cela revient à dire que cette personne pouvait bel et bien procéder à un lancement non autorisé. En 1994, la Russie, l'Amérique et la Grande-Bretagne firent un pas décisif pour assurer à la planète une plus grande sécurité, en décidant le retrait plurilatéral de tous les missiles. Les systèmes informatiques furent dotés d'un nouveau programme, le programme 0. Si un missile venait à être lancé sans autorisation, il retomberait obligatoirement en pleine mer. Telle était en tout cas la version officielle.
L'accord de 1994 sur le retrait des armes nucléaires était purement formel. Sa portée était uniquement symbolique. Il n'avait aucun effet sur les intentions éventuellement belliqueuses des forces nucléaires américaines ou russes, pas plus qu'il ne pouvait prévenir le danger ou le risque d'une manipulation de ces armes, qu'elles soient non autorisées, accidentelles ou imputables à une erreur humaine. Ce qu'il convient de souligner, c'est que le programme originel, datant de la guerre froide, avec les missiles pointés sur leur cible, reste contenu dans les systèmes informatiques. Si quelqu'un voulait procéder à un lancement sans y être autorisé, il pourrait faire basculer le système du programme 0 au programme guerre froide en quelques secondes. Certains spécialistes craignent même que le système ne se déclenche tout seul. Si un ordre de lancement était donné, l'ancien programme opérerait automatiquement des changements dans le programme 0 et le missile serait envoyé vers sa cible, quoi qu'il advienne. Un facteur non négligeable augmente encore les risques d'un lancement non autorisé. Il s'agit du découragement à l'œuvre dans les rangs des forces nucléaires. Il y a 10 ans encore, ces soldats étaient bien payés. On les considérait comme des héros nationaux. À l'époque, nous avions un bon niveau de vie. Nous étions payés régulièrement et notre solde nous assurait une vie convenable. Nous pouvions nous offrir une voiture et une maison de campagne et nos enfants fréquentaient de bonnes écoles. Nous étions donc psychologiquement équilibrés et donc plus enclins à exécuter les ordres. Mais les temps ont changé. Il arrive que les officiers ne soient pas payés pendant des mois. Et lorsqu'ils finissent par recevoir leur solde, ce n'est guère que pour constater à quel point elle est maigre. Les jeunes recrues entrent dans l'armée sans enthousiasme et se plient de mauvaise grâce à la discipline. Au début, c'est dur. Il faut exécuter les ordres. Mais on finit par s'y habituer. Comme on dit, il faut faire avec. Certains soldats augmentent leurs revenus en conduisant des taxis. Mais d'autres sont réduits à la mendicité. En ces temps difficiles, l'armée connaît un taux de suicide sans précédent. L'argent manque cruellement dans les bases de lancement de missiles. Les factures restent souvent impayées et il n'est pas rare que le chauffage finisse par être coupé. Les soldats chargés de la surveillance du système nucléaire doivent endurer des températures inférieures à 0. L'être humain a ses limites. Son mental peut le trahir. Il lui arrive d'être fatigué, voire déprimé. Les gens sont imprévisibles. Actuellement, les pensées d'un soldat pendant le service vont vers sa famille, qu'il n'arrive plus à nourrir. Et tandis qu'il pense à elle, il a la responsabilité du système nucléaire. Jusqu'ici, les officiers des forces nucléaires stratégiques ont manifesté leur colère par des grèves. Le psychologue britannique James Thompson a étudié pendant de longues années les effets de la démotivation dans les rangs de l'armée russe. Les militaires, comme toute autre corporation, aspirent à la reconnaissance. Ils ont besoin de travailler en sachant qu'ils ne sont pas les seuls à faire du bon travail, qu'ils seront payés pour leurs efforts, que quelqu'un se soucie de la qualité du travail qu'ils fournissent et viendra les féliciter s'ils le méritent. Lorsque tout cela s'effondre, les gens ont tendance à se replier par petits groupes et à travailler pour eux-mêmes. Ils naviguent dans le système pour en tirer la quintessence. Et ils savent que personne ne viendra vérifier s'ils font ou non n'importe quoi. Les armes nucléaires et les hommes n'ont jamais fait bon ménage. Lorsque vous avez affaire à des hommes qui ne sont pas payés, qui sont mal dirigés et qui se retrouvent dans un système dont la moralité part à volo, alors le danger d'action irrégulière devient réel. Et tout cela peut effectivement déboucher sur le lancement d'un missile. Les missiles les plus dangereux pour la sécurité mondiale sont ceux qui se trouvent à bord des sous-marins russes. Thomas Nilsson a grandi à Mourmansk, un port situé près de la frontière russo-norvégienne dans lequel est établie une base de sous-marins. Il est aujourd'hui à la tête de la fondation Bellona, un organisme qui étudie la maintenance et le fonctionnement des sous-marins russes. Il s'intéresse en particulier aux plus performants d'entre eux, les sous-marins Typhoon.
L'idée maîtresse qui a motivé la construction des sous-marins Typhoon, c'était de donner à l'Union soviétique une chance d'effectuer au moins un tir contre les États-Unis, dans l'éventualité où la Russie serait bloquée par une frappe nucléaire qui couperait la liaison avec le poste de commandement à Moscou. C'est pourquoi les sous-marins Typhoon mouillaient sous les glaces du pôle Nord, prêts à pointer leurs missiles nucléaires vers les États-Unis ou l'Europe. Au cours des périodes où les liaisons sont interrompues, les sous-marins Typhoon sont entièrement autonomes. Dans ces moments-là, le capitaine et le second de ces sous-marins peuvent ordonner le lancement d'un missile, sans avoir à recourir aux codes spéciaux de Moscou. Le sous-marin est autonome. Lorsqu'il est en plongée, quelle que soit sa position dans l'océan, il doit, si nécessaire, prendre des décisions même lorsque la liaison avec l'extérieur est interrompue. Il y a à peine 5 ans, la discipline régnait parmi les équipages et les hommes étaient suffisamment entraînés pour faire face à toutes les situations. Aujourd'hui, de nombreux officiers ont quitté la marine et les sous-marins ne comptent pas toujours à leur bord les 170 officiers requis pour que l'équipage soit au complet. Il est même arrivé que pour des missions de 3 mois, il manque jusqu'à 20 hommes à bord. Or, nous avons besoin de ces hommes hautement qualifiés pour assurer le contrôle des 200 têtes nucléaires. En mer, il est indispensable que l'équipage soit au complet. Dans le cas contraire, les officiers supérieurs croulent sous la charge de travail. Dans une situation de stress, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Le manque d'hommes peut être à l'origine d'un lancement raté ou accidentellement provoqué. Conscients du danger, les conseillers militaires exhortent aujourd'hui les autorités à adopter des solutions radicales. Je pense que nous devons démanteler l'arsenal nucléaire, mettre les missiles hors service de façon à ce qu'ils ne soient plus en position de tir. Ainsi, tous les risques de mise à feu accidentelle, non autorisés ou causés par une mauvaise interprétation des données, seraient définitivement écartés. Les missiles ne doivent plus être pointés en position d'alerte permanente. Le processus de retrait par rapport à la position d'alerte implique le désassemblage des pièces maîtresses des missiles. Ces pièces ne seraient remontées qu'en situation de crise internationale. Une telle politique réduirait notablement le risque d'un lancement accidentel ou non autorisé. Cette solution garantirait davantage de sécurité pour toute la planète. C'est une vraie mesure, mais elle exige une confiance mutuelle totale et des inspecteurs pour superviser le démantèlement. Si le risque de lancement inopiné d'un missile nucléaire reste faible, un danger plus inquiétant vient de surgir. Durant la guerre froide, les Russes ont fabriqué plus de 100 têtes nucléaires portatives, dissimulées dans des porte-documents. Aujourd'hui, plus de la moitié d'entre elles ont disparu. La portée des missiles stratégiques russes est prévue pour atteindre l'Amérique et l'Europe. Les missiles tactiques sont réservés aux conflits locaux. Mais les Russes disposent d'un autre arsenal nucléaire potentiellement plus dangereux que les armes stratégiques et tactiques. La bombe valise. Facile à transporter, très maniable et difficile à repérer, ces bombes peuvent être mises à feu n'importe où. Cet homme a été l'un des conseillers scientifiques de Boris Eltsine. Figure majeure de la politique nucléaire russe, il n'a découvert que récemment l'existence des bombes portatives. Il s'appelle Alexei Yablokov. Les charges nucléaires de taille réduite existent. Elles pèsent environ 30 à 40 kilos. J'ai eu l'occasion de discuter avec ceux qui les ont fabriquées. Et je les ai vus de mes propres yeux. Grâce aux descriptions d'Alexei Yablokov, nous avons pu reconstituer un modèle de la bombe valise. Elle a l'aspect d'un porte-document banal.
À l'intérieur se trouve une minuterie reliée à une tête nucléaire miniaturisée. Les têtes nucléaires sont constituées d'un noyau de plutonium entouré d'explosifs qui produisent, au moment du déclenchement, une pression suffisamment élevée pour provoquer l'explosion nucléaire. Le système, qui fonctionne avec une clé, est aussi un système à retardement. L'explosion peut se produire dans l'heure ou quelques jours plus tard. De quoi laisser à celui qui l'a programmé le temps de partir très loin. La puissance de la charge atomique est d'environ 1 kilotonne. C'est considérable. C'est l'équivalent de 1000 tonnes d'explosifs conventionnels. La bombe est conçue pour détruire les éléments clés de l'infrastructure ennemie, les ponts par exemple, ou les aéroports. Mais 1 kilotonne, c'est-à-dire le 16e de la puissance de la bombe d'Hiroshima, pourrait en réalité dévaster une ville entière. Le Parlement britannique serait réduit en poussière. Si la bombe explosait vers Piccadilly, elle détruirait tout dans un rayon d'1 kilomètre. Il ne resterait absolument rien. Le souffle de l'explosion provoquerait l'effondrement de la quasi-totalité des immeubles dans un rayon de 500 mètres autour de Piccadilly, tuant d'un seul coup près de 20 000 personnes. La destruction se poursuivrait jusqu'à plus d'1 kilomètre autour de l'épicentre, ravageant la zone à 50%. En quelques heures, les vents dominants emporteraient le nuage radioactif jusqu'à une quarantaine de kilomètres de là. Il faudrait évacuer toute la ville de Londres. Kurt Weldon, un membre du Congrès américain, a ouvert une information publique concernant la dangerosité des bombes valises. Les pertes en vie humaine seraient énormes et la contamination radioactive très importante. Ce type de bombe causerait des ravages sans précédent. Si l'on raisonne en termes de probabilité, il est plus fondé de redouter l'explosion d'une charge de dimension réduite que le lancement accidentel d'un missile intercontinental. Les lancements de missiles balistiques intercontinentaux sont en théorie protégés par des codes de sécurité. Les bombes valises, en revanche, sont opérationnelles sans que le moindre code soit nécessaire. Ici, ce n'est plus le président qui décide où, quand et comment se fera la mise à feu. Nous nous trouvons dans un cas de figure où l'arsenal tactique nucléaire est moins bien contrôlé que les armes nucléaires stratégiques. Les bombes sont certes moins puissantes, mais le fait qu'elles échappent aujourd'hui à tout contrôle fait d'elles une menace réelle pour la société. Il est minuit. Nous avons rendez-vous à Moscou. Parmi les nombreux militaires qui s'inquiètent en privé des conditions de sécurité des armes nucléaires, on compte un officier responsable du stockage des armes. Parce qu'il est toujours en activité, il a préféré taire son nom. En 1996, Sergueï, c'est ainsi qu'il se fait appeler, a tenté de rendre plus sûres les zones de stockage qui sont sous sa responsabilité. L'idée était d'assurer la protection des zones de stockage en se dotant d'équipements de surveillance modernes pour empêcher tout individu non autorisé de s'introduire sur le site et de visiter les hangars. Mais comme toujours, ce projet n'a pas abouti, faute de moyens. La fréquence des vols d'uranium et de plutonium a grimpé en flèche ces 8 dernières années, depuis la fin de la guerre froide. En novembre 1993, dans les montagnes de l'Oural, un ouvrier, employé sur une base de stockage de missiles, força l'extrémité d'un engin pour s'emparer de 2 têtes nucléaires. On le retrouva quelque temps plus tard en train de monnayer sa prise dans un bar. Il fut arrêté et l'on retrouva les têtes nucléaires dans son garage. Mais les quelques cas de vol élucidés pourraient bien n'être que la partie émergée de l'iceberg. Actuellement, un terroriste peut aisément franchir les barrières de sécurité et s'introduire sur un site de stockage pour s'emparer d'une arme nucléaire. Les systèmes de sécurité sont hélas nettement insuffisants et peu performants. La situation est très critique.
Les conseillers du président avaient conscience que le relâchement en matière de sécurité imposait qu'on recense les bombes Bali. Une recherche officieuse fut entreprise. Ils constatèrent très vite que certaines bombes n'étaient pas là où ils croyaient les trouver. Ils eurent au fait de rendre compte de leur recherche au président. J'ai adressé un courrier au président Yeltsin, lui signifiant que je ne tenais pas à rendre mes découvertes publiques avant de lui avoir soumis le problème, ni avant que des mesures ne soient prises. Le président a nommé une commission spéciale. Le président du Conseil de sécurité, le général Alexandre Liebed, fut désigné pour mener une enquête et déterminer le nombre exact de bombes qui avaient été fabriquées et situer leur lieu de stockage. Après 3 mois de recherche, son équipe ne les avait toujours pas toutes retrouvées. Les bombes avaient été localisées, mais c'est leur nombre qui posait problème. Ils en ont retrouvé quelques dizaines, mais ils ignoraient s'il n'y en avait pas ailleurs. Au début de l'année 1997, le général Liebed se rendit aux États-Unis pour discuter de la réduction de l'arsenal nucléaire avec Kurt Weldon. Après la rencontre, Liebed fit une allusion aux bombes valises et à la disparition d'un certain nombre d'entre elles. Il nous a dit que sa mission en tant que principal conseiller à la défense de Boris Yeltsin était d'en retrouver 132, mais qu'il n'en avait localisé que 48. Nous étions stupéfaits. Nous lui avons dit, « Général, comment ça seulement 48 ?» Il a répondu, « Ce sont les seules bombes que nous ayons localisées. » Liebed fut remercié après seulement 122 jours passés au sein du gouvernement. Il a quitté Moscou pour Krasnoïarsk, une gigantesque province en Sibérie où il a été élu gouverneur. Nous sommes entrés en contact avec lui et nous lui avons demandé de nous confirmer que 84 bombes valises demeuraient introuvables. Hors caméra, il nous a expliqué que son enquête sur les bombes manquantes avait conduit le procureur général à ouvrir une instruction pour divulgation de secrets d'État. S'il est accusé, ça en sera fini de sa carrière politique. Tout commentaire sur le sujet est susceptible de jouer en sa défaveur. Alexei Yablokov ne peut se résigner à abandonner ses investigations sur les bombes valises. Il craint qu'elles ne soient sorties de Russie et ne se trouvent entre les mains de chefs rebelles de l'une ou l'autre des ex-républiques de l'Union. Elles pourraient de surcroît finir dans l'arsenal de terroristes internationaux. Les Tchétchènes ont prétendu détenir 2 bombes atomiques. Mais vérification faite, il semble que ce ne soit pas vrai. Les Palestiniens ont dit avoir acheté plusieurs de ces bombes à des républiques de l'ex-URSS. La situation est critique. Elle exigerait qu'on procède à des recherches approfondies. Pourtant, depuis le rapport de Liebed transmis à Yeltsin, aucune investigation supplémentaire n'a été entreprise. Répertorier ce type d'armes devrait être la priorité. Avec la fin de la guerre froide, on a nourri de faux espoirs. On a cru que le monde allait enfin être libéré de la menace nucléaire. Mais à l'approche du 3e millénaire, l'infrastructure décrépite d'une ancienne superpuissance représente une menace aussi insidieuse qu'imprévisible. L'éventualité d'une frappe nucléaire est bien loin d'être écartée. Ces gens qui vivent dans des conditions proches de la misère représentent un véritable danger, parce que leurs actes sont devenus imprévisibles. Je pense que l'arsenal nucléaire représente aujourd'hui une menace plus grave que pendant la guerre froide. Nous sommes enfoncés jusqu'au cou dans une logique d'accident. Défaillance dans le système de première alerte, défaillance dans le contrôle, dans le matériel, dans l'organisation et dans les ressources humaines. Je crains fort qu'il ne se produise quelque chose tôt ou tard, et ce pourrait être bien plus tôt qu'on ne le pense.